Cain était un simple qui s'est fait poignarder en essayant de sauver des filles au hasard, mais il se réincarne avec des pouvoirs de triche au niveau maximum en guise de récompense. Cependant, quand il sauve 2 princesses super canon d'un enlèvement, la nouvelle de ce qu'il a dans le pantalon se répand et toutes les filles du royaume commencent à faire la queue pour avoir une chance de se faire claquer les fesses. Dans sa vie antérieure, il s'est fait poignarder en tentant de sauver 2 jeunes filles poursuivies par un enfoiré. Et alors qu'il mourait, les filles se sont précipitées vers lui en pleurant et il s'est demandé si c'était la fin. Il s'est soudainement réveillé dans une étrange chambre royale et en se regardant dans le miroir, il a vu une personne totalement différente, ce qui l'a complètement paniqué. Il se demandait ce qui se passait, mais réalisa vite qu'il était dans un monde de magie, mais ne pourrait pas la pratiquer légalement avant son baptême, à l'âge de 5 ans. 2 ans plus tard, le jour de son baptême, il fut conduit au temple des dieux, ceux qui avaient le pouvoir de conférer magie et protection aux humains. Alors que le prêtre l'annonçait aux dieux, une lumière éclatante brilla soudainement et Cain eut instantanément une vision de 7 dieux réunis autour d'une table ronde. Ils l'accueillirent et la déesse de la mort et de la renaissance lui révéla que sa naissance était inattendue, le choquant profondément. Elle lui dit que les filles n'auraient pas péri même s'il n'avait rien fait car la biche aurait trébuché et serait tombée. Cain réalisa aussitôt que sa mort en héros était vaine et toute son estime de soi s'effondra d'un coup. Cependant, elle lui expliqua que son geste était tout de même considéré comme une bonne action, c'est pourquoi ils avaient choisi de le réincarner dans ce monde et de lui accorder toute leur protection. Alors qu'ils dînaient plus tard ce soir-là, Garm demanda à Cain son statut, encore une fois, et confiant de l'avoir dissimulé, il le révéla pour se rendre compte que le statut dissimulé ne servait à rien du tout. Ils furent tous choqués par son niveau de statistiques démentielles, et Garm le prévint de ne jamais le montrer à quiconque, car cela pourrait être perçu comme une menace pour le royaume. Cain retourna dans sa chambre après, se demandant ce qui se passait, puis il trouva un livre d'invocation magique sur son lit. Il pensa pouvoir l'utiliser pour invoquer de 12 animaux et sortit s'entraîner seulement pour finir par invoquer un monstre puissant qui faillit anéantir sa sœur et une autre jeune fille. Il se souvint instantanément de la même scène de sa vie passée et passa immédiatement à l'action pour les protéger. Le monstre l'aurait envoyé dans un autre monde de réincarnation, mais il était déterminé à ne pas laisser les filles pleurer comme dans sa vie précédente et réussit à vaincre le monstre avec son sort magique. Les filles coururent vers lui effrayées, réalisant qu'il allait bien. Elles commencèrent à sourire, le rendant heureux de ne pas les avoir fait pleurer cette fois. Le lendemain, lors de la cérémonie de début de Cain, son père lui demanda ce qu'il aimerait devenir à l'avenir et il annonça qu'il deviendrait un aventurier afin de pouvoir protéger les sourires de tous. En entendant cela, Garm lui dit qu'il devrait étudier davantage pour y parvenir et qu'il trouverait donc un tuteur à Cain à cet égard, ce qui le rendit très excité. Par la suite, Cain était si anxieux de savoir qui était son tuteur et dès qu'il entendit que le tuteur était là, il courut vérifier la fenêtre seulement pour utiliser accidentellement un sort magique qui le téléporta dehors, le faisant tomber. Cependant, il tomba sur les bouées rebondissantes des tuteurs, le sauvant de blessures mortelles. Il réalisa qu'ils étaient 2 et s'excusa immédiatement, alors le majordome les présenta comme Millie et Nina. Ensuite, les tuteurs furent présentés à Garm et il leur dit qu'il l'enseignerait pendant 3 ans. Ils commencèrent son entraînement avec Millie qui lui enseigna l'escrime, elle lui dit de montrer ce qu'il savait faire et fut choquée de voir le garçon manier son épée en bois comme un pro à tel point que Nina dit à Millie qu'il pourrait même être meilleur qu'elle. L'ego de Millie en fut froissé et elle défia le jeune frère dans une bataille simulée. Elle fut immédiatement dépassée quand elle réalisa qu'elle ne pouvait pas suivre son rythme et les tuteurs se demandèrent si ce gars était vraiment jeune ou un genre de saint de l'épée avec des retards de croissance. Nina lui demanda s'il avait la protection du dieu de la guerre et il répondit oui, ajoutant que son père lui avait demandé de ne le dire à personne. Millie le passa rapidement à Nina qui le prendrait en charge pour la magie. Nina lui dit qu'elle avait une protection de niveau 3 du dieu de la magie et suggéra de commencer par les bases. Mais le petit Cain balaya ça d'un revers de main en disant qu'il avait déjà tout appris. Il continua à montrer tout ce qu'il avait appris du livre de magie avec une facilité déconcertante, démontrant tous les éléments de la magie, ce qui surprit Nina car quelqu'un de son âge ne devrait pas être capable de lancer des sorts sans incantation et d'exhiber les 4 éléments avec autant de puissance. Ils lui demandèrent s'il avait aussi la protection du dieu de la magie et furent surpris quand il répondit oui. Millie murmura à Nina qu'elle doutait qu'il puisse lui apprendre quoi que ce soit vu qu'il était déjà si doué, ce qui mit Nina mal à l'aise. Juste à ce moment-là, le jeune homme invoqua une serviette d'une boîte d'objets, les choquant, et ils en déduisirent que c'était peut-être eux qui avaient d'abord besoin de tutorat. Cependant, voyant que le terrain d'entraînement était trop petit pour ses pouvoirs, ils pensèrent qu'il leur fallait un autre endroit. Cain suggéra de l'entraîner en dehors du manoir, et ils rencontrèrent tous son père pour demander la permission de sortir, puisque Cain avait dépassé le niveau débutant et devait passer à l'intermédiaire. Une fois dehors, Nina lui dit d'essayer de la magie de niveau intermédiaire, seulement pour que Cain déchaîne une explosion de feu qui faillit provoquer un tremblement de terre, les choquant. Alors qu'ils étaient encore émerveillés par qui il était, un lapin monstrueux vint attaquer, mais Cain défie les monstres comme des mouches en un seul mouvement. Maintenant qu'ils virent qu'il n'avait pas besoin de protection, Nina suggéra de claquer quelques monstres, alors elle utilisa immédiatement une recherche magique pour découvrir des monstres à 300 mètres.
Kane fut amusé par cela et lui demanda comment elle avait fait, ce à quoi elle répondit qu'elle avait simplement étendu son sens magique. Kane essaya cela immédiatement et y parvint avec succès, choquant les deux filles. Ils continuèrent à chasser des monstres, et après les avoir bien claqués, le dernier s'enfuit alors Kane tenta de le poursuivre. Mais les tuteurs le mirent en garde contre l'entrée dans la forêt car des monstres dangereux vivaient au plus profond de celle-ci et provoquaient une épidémie dans la ville toutes les quelques décennies. Kane réalisa que c'était la raison pour laquelle le mur de la ville était si fortifié, alors les filles lui dirent de devenir plus fort afin qu'il puisse un jour protéger la ville. Rentrant chez lui cette nuit-là, Kane vérifia ses statistiques et découvrit avec stupeur qu'il avait monté de niveau de 100 fois, et il craignait qu'à ce rythme, non seulement il serait sous la surveillance de l'État s'il découvrait son statut, mais il serait plutôt traqué et éliminé. Alors il jura contre ses dieux de lui avoir donné ses pouvoirs insensés alors qu'il voulait juste devenir un aventurier et vivre une vie paisible pleine de harem. Le lendemain, les filles décidèrent de l'emmener à la guilde afin d'obtenir des informations sur des monstres plus puissants que Kane pourrait combattre, puisque tous les lapins monstres semblaient être trop faibles pour lui. Cela l'excita, mais alors qu'il parlait avec la réceptionniste, cet affreux bouffon avec un barbier qui le détestait visiblement tenta d'intimider Nina et Nili, mais Kane intervint en tenant la main du type. L'idiot se mit en colère et tenta de montrer sa force sur un jeune garçon, mais Kane l'utilisa, lui et ses hommes, pour balayer le sol. Nina et Millie furent surprises qu'ils connaissent aussi les arts martiaux et il répondit qu'il les avait appris dans des livres. 3 ans plus tard, alors que le tutorat de Kane était sur le point de se terminer, Sylvia vint rapporter que Millie et Nina avaient refusé de prolonger leur contrat avec Kane. Elle demanda si elle devait les recontacter pour leur dire de reconsidérer, mais Kane répondit non, disant qu'il ne voudrait pas les retenir. Cependant, il était reconnaissant pour tout ce qu'elles avaient fait pour lui pendant la période d'entraînement et pensa à un moyen de les récompenser. Il se souvint que Millie avait mentionné une fois qu'elle avait besoin d'un sac magique, mais n'en avait pas eu parce qu'elle était fauchée. Alors il décida qu'il allait faire quelque chose, il se dirigea immédiatement dans la forêt profonde pour combattre des monstres très dangereux. Et pendant ce temps, un immense brasier s'éleva dans le ciel, faisant croire à la ville qu'une autre invasion de monstres était sur le point de se produire. La ville dépêcha immédiatement des chevaliers tandis que les citoyens frissonnaient et priaient ces clowns du début. Pendant ce temps, Kane défit les monstres comme des mouches et prit rapidement congé, mais son mouchoir incrusté tomba en chemin. Quand les chevaliers arrivèrent sur les lieux, ils furent choqués de ne sentir aucun monstre aux alentours, et quand ils se demandèrent qui avait causé le grand cratère au sol, ils trouvèrent donc soudain le mouchoir et réalisèrent d'où il venait. Le lendemain, après avoir vaincu quelques monstres, il présenta les sacs magiques à Nina et Millie et elles se demandèrent comment il les avait obtenus. Il leur dit qu'il les avait obtenus des peaux d'un ogre sanglant et d'un dragon terrestre, choquant les filles car même un aventurier de rang Haro aurait eu des difficultés à vaincre de si puissants monstres. Il les remercia finalement de lui avoir appris à manger et d'autres bases, et alors qu'elles se préparaient à partir, elles l'embrassèrent et lui dirent qu'il pourrait toujours faire appel à elles à l'avenir quand il serait grand. Cain fit ensuite une montée de niveau incroyable après avoir vaincu un dragon et il fut choqué de la vitesse à laquelle il grandissait, mais il continua à le cacher à tout le monde. 2 ans plus tard, alors qu'il devait faire ses débuts à la capitale royale, lui et sa famille s'y rendirent en chariot. Mais en chemin, Cain sentit soudain que des monstres tentaient d'attaquer 10 humains à environ 3 km de là et dit à son père qu'il devait accélérer pour pouvoir les sauver. Garm dit à ses serviteurs d'accélérer mais fut surpris que son radar magique puisse s'étendre aussi loin. Cependant, Cain réalisa vite que s'il continuait à ce rythme, ils arriveraient après que les monstres aient fini de digérer les humains, alors il sauta de la calèche et exécuta la technique de manipulation de l'ère d'Avatar. Il arriva sur les lieux et balaya rapidement les monstres comme s'il était dans un jeu vidéo sans aucune difficulté, choquant les chevaliers qui tentaient de se défendre. Ils se demandèrent qui il était, et il se présenta comme le fils du margrave, les surprenant. Il soigna ensuite les chevaliers encore en vie et rangea les corps des morts dans sa boîte d'objets. Son père arriva à ce moment-là, prêt à combattre les monstres, mais il fut choqué de découvrir qu'il n'avait pas rencontré le groupe. Il remarqua bientôt le blason sur la calèche et réalisa qu'il appartenait à la maison du duc Santana. Juste à ce moment-là, 2 jeunes dames ouvrirent la calèche et, les voyant, il les reconnut immédiatement comme la princesse Telestia et Silk. Il s'inclina immédiatement pour les saluer, mais les filles s'étaient déjà trop épuisées et faillirent s'évanouir, mais Kane proposa de faire de la magie pour les détendre. Il activa la magie de relaxation qui les envoya instantanément au 7e ciel et elles le remercièrent avec enthousiasme de les avoir sauvés. Les 2 filles commencèrent à le traîner entre elles, et quand elles découvrirent qu'il allait aussi au bal de début, elles l'entraînèrent dans leur calèche, laissant Garm continuer son voyage seul. En chemin, les 2 filles étaient folles de lui et ne le lâchaient pas, le mettant mal à l'aise, mais il devait garder son calme. Ils atteignirent bientôt une étape pour la journée, mais alors que Kane tentait de partir, elles l'arrêtèrent et lui demandèrent de passer la nuit avec elles, car elles avaient toujours peur d'être attaquées par des monstres. Garm tenta de sauver son fils de ces jeunes assoiffés qui voulaient être claqués à tout prix. Mais les filles arguèrent que Kane était le plus fort d'entre eux tous, il devait donc être celui qui les protégerait. Kane accepta à contre-cœur, à condition que la chambre soit assez grande pour les accueillir tous, dormant séparément.
Cependant, en arrivant dans la chambre cette nuit-là, il découvrit que leurs lits étaient proches les uns des autres. Il tenta de protester contre cela, mais les filles rapprochèrent les lits et se préparèrent à dormir avec lui, le rendant très nerveux. Au cours des jours suivants, Kane eut du mal à dormir car sa saucisse ne pouvait pas non plus maintenir une position droite. Ils atteignirent enfin la capitale et dès qu'il descendit de la calèche avec ses deux petites amies, le vice-capitaine des chevaliers royaux, Diam, apparut. Il rendit ses respects à Kane dès qu'il l'identifia, disant que ses hommes lui avaient rapporté qu'il avait protégé la princesse et la fille du duc. Kane présenta les corps des soldats perdus et Diem le remercia de les avoir aidés à offrir aux soldats morts des funérailles dignes. Quelques instants plus tard, alors que Caïn s'apprêtait à partir, Diem le saisit soudainement et dit que le roi voulait le voir, le choquant. En entrant dans le palais, il vit une multitude de personnes l'attendant et le roi le remercia d'avoir protégé la princesse, soigné les chevaliers blessés et préservé l'honneur des soldats morts. Alors, en récompense, le roi lui conféra le titre de baron, une somme d'argent colossale et un manoir choquant tout le monde. Cependant, les nobles se révoltèrent contre cela, affirmant qu'il était trop jeune pour se voir accorder la pairie. Mais le roi fit taire le gros bavard, lui demandant s'il aurait pu vaincre les orques comme Caïn l'avait fait. Le roi demanda ensuite à Caïn s'il serait prêt à accepter ce statut, et le petit frère accepta humblement, car pourquoi pas ? Ensuite, le roi appela Cain et son père dans un salon privé pour le remercier à nouveau spécialement, ainsi que le père de Mademoiselle Silk. Ils s'inclinèrent tous devant lui, le mettant mal à l'aise, mais le roi lui dit qu'il ne le remerciait pas en tant que roi, mais en tant que père. Suite à cela, le roi s'enquit soudain de son avenir et mentionna qu'il voulait que Caïn prenne les mains de Télestia et de Silk en mariage, le choquant. Ils ajoutèrent qu'il ne les épouserait pas tout de suite, pas avant d'être majeur, mais qu'il pourrait être fiancé à elle. Le jeune homme se demanda à quelle vitesse tout allait, mais quand elles continuèrent à le harceler, avec les filles assoiffées imaginant déjà son magnum déplaçant leur womb, il n'eut d'autre choix que d'accepter les fiançailles. Alors les filles s'excitèrent et confessèrent qu'elles ne pouvaient pas oublier les nuits passées à dormir si près l'une de l'autre. Cain fut choqué que ces Yoonjin fassent déjà des choses, et peu importe comment Cain essayait de se disculper. Il ne fit qu'empirer les choses. Le lendemain, Cain décida d'aller à l'église pour faire quelques prières, mais apparemment la ligne directe divine l'attendait car il fut instantanément projeté dans le vide où se trouvaient les dieux. Cain commença immédiatement à se plaindre que ses compétences OP étaient excessives, et le dieu de la création demanda carrément si ce type voulait devenir un demi-dieu. Il mentionna que les demi-dieux étaient au rang des bêtes légendaires et des dragons divins, mais le prévint qu'il y avait une limite à ce qu'il pouvait faire à ce niveau, car être surpuissant était secrètement solitaire. Alors, comme tout créateur de contenu désespéré, le dieu supplia Caïn de sortir des divertissements en utilisant ses connaissances de sa vie passée, car ce monde actuel n'avait aucun divertissement puisqu'il n'y avait pas de dieu du divertissement. Plus tard, Caïn accompagna à contre-cœur sa mère et sa sœur faire du shopping pour des robes, mais s'échappa plus vite qu'un jeune homme évitant les corvées. Alors qu'il se tenait dehors, s'ennuyant à mourir, il aperçut Parma, une vieille amie de Rini, l'air perdu devant une autre boutique. Cain s'approcha pour la saluer et elle fut super excitée de le voir. Après une rapide mise à jour, Cain apprit que Parma travaillait dur comme apprenti sous son oncle Tomenus, qui paniqua immédiatement en découvrant que Cain était de sang noble. Cain ignora la flagornerie et demanda à jeter un œil au magasin. Après avoir parcouru les rayons, Cain proposa une idée de jeu à Tomenus, sortant un jeu de société appelé Reversi. La mâchoire de Tomenus tomba, clairement impressionné. Alors Cain lui lança une pièce d'or comme investissement pour un prototype. Tomenus tenta de refuser car son derrière fauché n'avait jamais reçu ce genre d'argent, mais Cain déploya son aura noble et le convainquit de l'accepter, déclarant même que c'était un acompte. Alors que Cain partait, Rini était dehors, l'air prête à le gronder pour l'avoir planté à son essayage de mode, mais notre garçon lâcha habilement quelques mots doux, insistant sur le fait qu'il savait qu'elle déchirerait de toute façon toutes les tenues. Rini fondit instantanément, lui promettant un défilé exclusif plus tard. Quelques jours plus tard, alors que Rini était occupée à transformer leur maison en sa propre semaine de la mode parisienne, Sylvia arriva pour dire à Cain que Tomenus avait besoin de lui d'urgence. Cain se précipita à la boutique où Tomenus révéla l'épique prototype de Reversi. Cain fut surpris qu'il l'ait fait si vite et le marchand lui dit qu'il avait dû se concentrer uniquement sur le projet puisque les autres clients ne le payaient que des cacahuètes. Cain leur enseigna immédiatement comment jouer au jeu et ensuite il chargea Tomenus de produire en masse une version basique pour les gens ordinaires et une version luxueuse pour les nobles. Quand Tomenus mentionna qu'il était fauché comme les blés pour financer tout le projet, Cain lui donna quelques pièces d'or supplémentaires, appelant cela un autre investissement. Tomenus dit alors qu'ils avaient besoin d'un contrat béni par le dieu du commerce pour garantir les droits exclusifs pendant 3 ans, ce qu'ils gérèrent rapidement. Cain demanda nonchalamment une édition de luxe flashy de Reversi pour impressionner les royaux et la mâchoire de Tom tomba encore une fois car il venait de rencontrer l'Isaac Newton de ce monde. Le lendemain, la famille de Cain arriva au palais pour son bal. Pendant le trajet, Garm avertit Cain des mères marieuses assoiffées à la recherche de maris riches et Cain l'assura qu'il s'en occuperait.
Au bal, ils tombèrent sur le duc Santana et Silk. Silk remercia Kane de lui avoir sauvé la vie, et Kane passa immédiatement en mode parleur charmeur, complimentant sa robe, ce qui fit demander au duc Santana si ce garçon n'était pas trop jeune pour le gain de poignet qu'il avait. Kane s'excusa immédiatement, rejetant la faute sur le fait qu'il avait l'habitude de toujours complimenter sa sœur qui ne pouvait pas respirer sans un. Soudain, la famille royale entra, et après la rapide démonstration de force du roi à la foule, la famille de Caïn salua le roi à tour de rôle. Caïn appela aussitôt Télestia une déesse, faisant dire au roi de monter sa fille. Caïn fit une transition en douceur en présentant au roi un jeu de reversi spécial, l'impressionnant tellement qu'il demanda une conversation privée plus tard. Après avoir salué les royaux, Garm conseilla à Kane de se mêler aux autres petits humains comme lui, mais Silk intervint immédiatement en tirant Kane à part pour prendre un verre. Leur paisible conversation fut grossièrement interrompue par Abit, un gamin pompeux accompagné de ses amis tout aussi désagréables. Abit s'attendait à ce que Silk l'admire, mais elle lui répondit avec une insolence glaciale. Les amis d'Abit accusèrent ensuite Kane de manquer de respect à Abby, révélant qu'il était le fils de l'adversaire connu de Kane, Marcus Corgino. Pour éviter d'autres drames, Kane se présenta poliment, mais Abit et ses amis pensèrent à tort que Kane n'était qu'un rejeton de baron et exigèrent le respect. Silk tenta d'intervenir, mais Kane insista calmement pour qu'Abit s'excuse d'avoir parlé grossièrement devant elle. Abit, offensé, défia Kane en duel à l'extérieur. Dehors, dans la cour, Abit et ses acolytes exhibèrent avec arrogance leur magie peu impressionnante. Kane esquiva facilement leur tentative pathétique. S'ennuyant rapidement, Silk, fatigué de ses bêtises, révéla finalement que Kane n'était pas n'importe quel noble. Il était le baron nouvellement titré lui-même. Abby et sa bande paniquèrent immédiatement, s'excusèrent abondamment et s'enfuirent humiliés. Ensuite, Silk dit avec enthousiasme à Kane qu'elle avait hâte d'informer Télestia du spectacle, mais Kane la supplia désespérément de ne pas le faire. Silk accepta en plaisantant de garder le silence à une condition, un rendez-vous avec Kane. Juste à ce moment-là, Télestia arriva, ayant vent de leur conversation sur le rendez-vous. Alors que Silk faillit tout révéler, Kane lui couvrit rapidement la bouche, choquant Télestia qui qualifia cela de scandaleux. Quand Kane retira sa main, Silk précisa qu'elle discutait de son rendez-vous avec lui, se sentant un peu mise à l'écart. Télestia fit une adorable petite moue, ce qui incita Kane à lui promettre une sortie rien que pour elle, la comblant de joie. Follement joyeuse, Télestia partagea immédiatement la nouvelle avec son père qui apparut juste derrière elle, informant calmement Kane que leur discussion privée inclurait désormais sa chère fille. Quelques jours plus tard, Kane reçut enfin les clés de son nouveau manoir. Le conseiller du roi les livra personnellement, mais sans s'excuser de l'absence de sa majesté. Honnêtement, Kane fut soulagé car cela signifiait pas de séance de flagornerie assommante avec le roi, mais juste au moment où il allait s'éclipser, le duc Santana débarqua et l'entraîna de force dans une partie. Et comme des cafards attirés par des friandises, d'autres nobles apparurent de nulle part et commencèrent à supplier pour un tour. Après s'être à peine échappé avec son âme intacte, Kane débarqua devant sa nouvelle baraque seulement pour découvrir qu'elle ressemblait à un garage hanté tout droit sorti d'un film d'horreur. Mais Kane n'allait pas vivre comme un sorcier fauché, alors il claqua ses mains magiques et donna un coup de neuf à tout l'endroit. En quelques minutes, ce taudis se transforma en quelque chose tout droit sorti d'un catalogue de rêves fantastiques. Se sentant comme un dieu de la rénovation, Kane s'allongea sur ses draps frais et savourait son succès jusqu'à ce que Sylvia fasse irruption et le convoque en bas. Elle amena les nouvelles femmes de chambre et le majordome, et après les présentations, elle dit aux femmes de chambre de nettoyer. Mais elles étaient confuses car Kane avait déjà nettoyé l'endroit en profondeur avec ses tours de magie. Sylvia s'éclipsa pour chercher ses bagages, et Cullen, le nouveau majordome, dit à Kane de retourner au manoir de ses parents car ses grands frères rentraient à la maison. À la maison familiale, les frères de Kane le saluèrent comme s'il venait de gagner un Grammy. Ils étaient surexcités à l'idée qu'il devienne baron. Quand sa sœur, Rennie, dit qu'elle avait hâte de voir la nouvelle maison, les garçons plaisantèrent en disant qu'elle était hantée. Cependant, Rennie s'en fichait car elle croyait que Kane la protégerait si les choses devenaient effrayantes. Ils allèrent tous voir la maison et le père de Kane, Garm, fut choqué de voir qu'elle ne ressemblait plus à une ruine maudite. Kane confessa nonchalamment qu'il l'avait réparée avec de la magie. Rien de bien compliqué. Garm fut impressionné, mais voulait que l'endroit ressemble à un repère de boss, suggérant de l'art et de bons vieux trophées de monstres empaillés. Comme si invoqué par le chaos, un cri résonna dans les couloirs. Kane se précipita pour trouver son personnel en pleurs devant un cadavre rouge massif suspendu comme un trophée. La mâchoire de Garm tomba de stupéfaction quand Kane révéla que c'était son œuvre. L'homme faillit s'évanouir car les dragons rouges étaient des monstres de classe calamité qui nécessitaient normalement 5 aventuriers de haut niveau pour être abattus, mais Kane l'avait apparemment éliminé comme s'il tuait des mouches. Alors qu'ils digéraient encore cela, ils entendirent Rennie crier à nouveau, et cette fois à cause d'une toilette qui pulvérisait de l'eau. Garm essaya d'agir comme si ce n'était que de la plomberie, mais après un rinçage royal des fesses, même lui admit que c'était une innovation de haut niveau. Il lui lâcha ensuite la bombe. Il devait organiser une pendaison de crémaillère, faisant Kane blêmir comme si on lui avait annoncé que les impôts étaient rétroactifs à la naissance. Plus tard, cette nuit-là, Cullen lui donna une liste de nobles invités. Et malheureusement, Corgino, le marquis grincheux qui était contre son statut de père, y figurait. Kane voulait sauter ce nom comme un épisode
épisode de remplissage, mais Colin insista. Cain remarqua que le roi n'était pas listé, et Colin expliqua que seuls les nobles de haut rang pouvaient l'inviter. Vint ensuite la préparation des cadeaux pour les nobles à venir, et Sylvia lui dit d'arrêter d'être basique et de faire les choses à sa manière. Alors Cain fit à nouveau étalage de sa magie et créa des verres à vin personnalisés pour ses invités. Il fit aussi des steaks hachés et demanda à Sylvia de faire un test de goût. Une bouchée et elle faillit s'évanouir d'une surcharge de saveur. Quand elle sirota le vin pétillant, elle semblait prête à épouser la bouteille. Juste au moment où elle allait tout engloutir, Colin revint avec la nouvelle que le roi voulait voir Cain. Au palais, le roi fit une fausse moue de ne pas avoir reçu d'invitation, affirmant que le duc Santana le lui frottait au nez. Cain lui tendit l'invitation et le roi s'illumina comme s'il venait d'être accepté à Poudlard. Cain rentra chez lui et lâcha la bombe royale sur les siens, révélant que Télestia était sa fiancée. Les femmes de chambre faillirent de s'évanouir et le majordome eut l'air abasourdi. La soirée arriva et Cain accueillit les grands noms, porta un toast avec ses verres à vin fantaisie, et les adultes burent comme s'ils n'avaient jamais eu de qualité auparavant. Quand le roi et sa famille arrivèrent, il fut servi de steak et de vin et agit comme si Cain venait d'inventer la joie. Ensuite, la reine, de toutes les personnes, tira Cain à part pour une démo de toilette. Le roi l'essaya aussi et fut instantanément converti. Le mec déclara que son palais en avait besoin d'un illico et les invités applaudirent comme s'il venait de faire passer une loi. Mais la paix est ennuyeuse, alors Corgino entra, l'équivalent humain d'une toilette bouchée. Cullen avait l'intention de le prévenir du dragon dans le foyer, mais Cain l'arrêta pour que le vieux gros puisse apprendre une leçon. Un coup d'œil au dragon et Corgino faillit tomber raide mort. Hurlant comme s'il avait vu la faucheuse, Cain dut le rassurer que c'était bien mort, contrairement à la fierté de Corgino. Alors que le marquis grincheux se dandinait vers la salle de bal, tout le monde lui lança des regards assez perçants pour couper la pierre. Soit l'homme était aveugle, soit il aimait juste être détesté, car il se pavanait comme s'il possédait l'endroit. Il s'assit, goûta le vin, et même si c'était clairement divin, il agit comme si c'était juste correct. Puis il dévora le steak comme un gobelin affamé et demanda plus de sauce. Cain faillit craquer, mais Cullen lui rappela que le type le dépassait toujours en rang, essayant d'être civil. Cain lui offrit le verre à vin en cadeau comme tout le monde, mais ce type dit qu'il voulait tous les verres, tout le vin et la recette secrète du steak aussi. Cain en avait assez. Au lieu de se battre, il l'appâta avec un meilleur cadeau. Corgino se dandina, espérant un trésor, mais fut effrayé par le roi à la place. L'homme tomba au sol instantanément, rampant comme un lâche, et le roi, clairement lassé de ses bêtises, le réprimanda pour son comportement minable, et Corgino s'éclipsa comme un verre de honte. Silk rattrapa Cain après toute la scène et dit qu'elle savait qu'il avait piégé Corgino, alors Cain admit que c'était une petite vengeance accidentelle. Mais le roi entendit et demanda s'il l'avait vraiment utilisé comme appât. Cain semblait prêt à s'évanouir, mais Silk et le duc Santana trouvèrent cela hilarant, laissant Cain s'effondrer tandis que tout le monde riait de sa douleur. La semaine suivante, Cain se traîna jusqu'au terrain d'entraînement royaux pour rencontrer Diem. Après que le roi eut promis de lui trouver un espace de stockage pour une partie de son butin de monstres surdimensionnés, Diem le conduisit à une pièce de la taille d'un placard de concierge que Cain rejeta immédiatement car les matériaux qu'il prévoyait de stocker étaient trop grands pour être contenus ici. Diem demanda quel genre de monstruosité surdimensionnée Cain essayait de cacher cette fois. Quand Cain mentionna nonchalamment que c'était un dragon de terre, Diem faillit s'évanouir sur le champ. Une fois qu'il eut confirmé que Cain ne plaisantait pas, il lui dit de le jeter dans la cour pour que les chevaliers puissent s'en occuper plus tard. Cain déchargea joyeusement sa boîte d'objets, révélant non pas un seul dragon surdimensionné, mais tout un zoo de monstres morts. Diem resta là, remettant en question chaque choix de vie qu'il avait mené à ce moment. Il ne pouvait pas croire qu'un petit gars ait vaincu seul ce qu'il faudrait des armées pour vaincre. Par curiosité et peut-être par panique, il demanda si Cain était un héros ou le disciple des dieux. Mais Cain esquiva comme un pro et insista qu'il n'était qu'un Yunjan moyen qui devrait encore être à l'académie à Béac. Alors que Cain essayait de s'éclipser discrètement, Diem l'arrêta à nouveau, cette fois l'invitant à rejoindre les chevaliers pour leur entraînement quotidien. Apparemment, Diem voulait montrer Cain devant l'escouade. Cain accepta et bientôt les chevaliers se rassemblèrent, seulement pour apprendre qu'ils allaient s'entraîner avec le surdoué littéral du royaume. Un chevalier qui n'avait clairement aucun instinct de survie fit remarquer que Cain n'était qu'un gamin, mais Diem lui dit de se taire et lui donna la chance de se faire humilier en premier. Le gars accepta, pensant probablement qu'il avait une chance, jusqu'à ce que Cain le batte en quelques secondes. Le chevalier resta là, honteux, essayant de comprendre comment sa dignité d'homme adulte avait été pliée par un si petit humain. Avant que Cain ne puisse s'échapper à nouveau, Diem suggéra qu'il combatte le reste des chevaliers tous en même temps. Juste au moment où le groupe se préparait à l'attaquer, une voix interrompit le chaos. Une elfe aux cheveux verts apparut sur scène et enveloppa Cain comme si elle venait de retrouver son chiot perdu depuis longtemps. Elle réprimanda l'escouade pour s'être acharnée sur un pauvre garçon sans défense seulement pour que Diem la corrige en lui rappelant que ce même garçon avait vaincu seul 30 orques pour protéger les princesses. Le sourire de l'elfe se transforma instantanément en défi et elle exigea un duel. Cain tenta de protester affirmant qu'il n'avait pas d'armes, mais l'elfe avait déjà émoussé sa lame, il n'eut donc pas d'autre choix que de relever le défi pendant qu'ils se battaient. Les chevaliers regardaient avec admiration car Cain non seulement tenait bon, mais se déplaçait avec une précision qui égalait celle de leur capitaine
capitaine. Puis à la manière typique de Cain, il disparut et réapparut derrière elle pour porter le coup gagnant. Cela la fit immédiatement fondre et elle le déclara instantanément son mari. Choquant tout le monde, Cain recula et insista qu'elle s'était trompée de personne car il la connaissait à peine, mais elle se présenta comme Tijuana, vicomtesse honoraire et fille d'un duc. Cain se précipita derrière Diem pour se protéger, seulement pour réaliser que l'homme dormait ou faisait semblant de ne pas exister. Tijuana dit à Cain qu'elle avait déjà promis à son père de rentrer à la maison avec un mari, et si Cain voulait une permission officielle, elle l'obtiendrait directement du roi. Cain n'était toujours pas intéressé, disant qu'il était encore un jeune garçon et essaya d'expliquer que les cougars n'étaient pas son type, mais Tijuana lui rappela qu'en tant qu'elfe, elle survivrait à 3 générations et resterait toujours jeune. Avant qu'il ne puisse s'échapper, elle ordonna à Diem de traîner Cain au château. Au palais, Cain se tenait là, se demandant comment il avait fini comme appât pour elfe, tandis que Tijuana informait avec confiance le roi qu'elle avait choisi Cain comme son futur mari. Le roi faillit s'étouffer avec la nouvelle et demanda le contexte, expliqua qu'il l'avait battue en duel et maintenant elle ne cesserait de le poursuivre. Garm demanda si Cain savait même qui elle était, mais Cain dit que non, alors le roi expliqua tout. Tijuana était en fait de la royauté elfe. Il y a longtemps, les elfes étaient asservis, mais quand le royaume d'Esfort fut fondé, le premier roi intégra leurs terres au royaume pour leur protection. Puisque son père avait dirigé les elfes, Tijuana était techniquement une princesse. Le roi essaya de clore le sujet en lui rappelant que Cain était déjà fiancé à Telestia et Silk, mais Tijuana dit que cela le lui faisait aimer encore plus. Le roi, maintenant désespéré, dit qu'il n'approuverait sa proposition que si son père le faisait, mais Tijuana, ayant déjà un coup d'avance, dit que ce ne serait pas un problème, puis elle tira Cain de sa chaise et hors de la pièce comme s'il était son nouveau animal de compagnie. Après, le roi regarda les autres, se demandant toujours ce qui se passait et raisonna que Cain devait cacher quelque chose car il semblait vraiment étrange. Juste à ce moment-là, Diem mentionna que Cain avait esquivé la question du disciple des dieux plus tôt, ce qui ne fit que soulever plus de drapeaux rouges. Alors, le conseiller royal suggéra discrètement de le tester. Quelques jours plus tard, Diem trouve à Cain l'air de n'avoir pas dormi depuis le dernier duel et il dit qu'il avait été forcé de s'entraîner avec Tijuana sans arrêt, comme si elle était sous marijuana et que cela commençait à briser son âme. Diem admit qu'elle avait l'habitude d'en faire trop, mais mentionna aussi qu'elle était devenue plus forte grâce à Cain. Puis la voix de Tijuana résonna au loin et Cain tenta de disparaître à nouveau, mais Diem le saisit et dit que le roi voulait le voir. Cain suivit Diem au palais où le roi, Garm, le duc et le conseiller royal attendaient tous. Le conseiller tendit à Cain un livre qui était censé contenir de la magie de haut niveau créée par le premier roi. Cain s'illumina comme un arbre de Noël, ouvrit le livre et confirma qu'il était plein de sorts puissants, mais tout le monde le regardait, confus. C'est alors que le roi expliqua le rebondissement. Personne d'autre ne pouvait lire le livre. Cain réalisa alors que le livre était écrit en japonais, ce qui ne fit que soulever plus de questions. Le roi posa enfin la grande question, qui était Cain vraiment? Et Cain décida de tout déballer. Il admit qu'il avait des souvenirs de sa vie passée au Japon, tout comme le premier roi. Quand Garm demanda si Cain était vraiment son fils, Cain lui dit que les dieux l'avaient confirmé lors de son baptême. Il admit aussi qu'il parlait aux dieux chaque fois qu'il visitait l'église. Entendant cela, le roi demanda à voir son statut et Cain n'hésita pas. Après l'avoir lu, le roi dit que Cain avait le pouvoir de gouverner le royaume. Cain les supplia de ne pas le traiter différemment. Il expliqua qu'il était initialement confus et dépassé, mais ses amis et sa famille l'avaient aidé à trouver un sens à cette nouvelle vie. Voyant sa sincérité, le roi promit de garder son secret, allant même jusqu'à plaisanter sur le fait de faire de Cain un roi. Juste à ce moment-là, Tijuana fit irruption dans la chambre, agitant une lettre de son père approuvant le mariage. Avant que quiconque ne puisse réagir, elle attrapa Cain et le traîna hors de la pièce une fois de plus. Après leur départ, le roi se tourna vers les autres et fit jurer à tout le monde dans la pièce de garder le secret de Cain jusqu'à la tombe. 2 ans plus tard, Cain se détendait dans la bibliothèque, plongé dans l'ancien livre écrit par le premier roi. Il s'avère que le gars s'est fait isécailler par le bon vieux camion lui-même et a été transporté dans son corps d'origine. Cain était sur le point de creuser plus profondément dans l'histoire du roi quand ses 2 fiancées collantes, Silk et Telestia, arrivèrent en demandant s'il étudiait pour les examens d'entrée à l'académie. Cain dit oui, mais au moment où elles demandèrent d'étudier avec lui, son alarme intérieure se déclencha. Il s'éclipsa plus vite qu'un rat dans un café à chat, affirmant qu'il avait déjà des plans pour le lendemain aussi. Juste au moment où il pensait avoir esquivé la session collante, Tijuana apparut comme un Pokémon sauvage et l'invita en duel. Cain essaya de rejouer le même scénario d'évasion, mais elle n'en voulait pas. Pourtant, il s'échappa à nouveau et courut directement chez lui. Une fois à l'intérieur, il enfila sa tenue d'aventurier, car c'était enfin son année de majorité dans ce monde fantastique et cela signifiait qu'il pouvait s'inscrire à la guilde. Cain était prêt à
commencer son activité secondaire de seconde vie, mais juste au moment où il entra dans la guilde, il heurta un gars aux cheveux roux. Kane s'excusa immédiatement, dit qu'il était là pour rejoindre la guilde, et l'homme lui souhaita bonne chance comme un mentor mystérieux. Kane sentit qu'il avait déjà vu le gars quelque part, mais ne pouvait pas le situer, alors il secoua la tête et alla au comptoir d'accueil. Il dit à la réceptionniste qu'il voulait s'inscrire, et elle lui tendit un formulaire après qu'il l'eut rempli. Elle lui donna un cristal et lui dit de laisser tomber un peu de sang dessus, afin que ses statistiques puissent être apposées sur sa carte de guilde. Elle ajouta qu'il avait commencé au rang G, et puisqu'il était nouveau, Kane la remercia et l'appela madame, mais elle le corrigea et dit que son nom était Rixia. Soudain, un groupe d'aventuriers de marque Walmart entra et commença à la harceler. Leur chef remarqua Kane debout là et essaya de l'attaquer, mais Kane était bâti différemment. Un pas de côté plus tard, et l'idiot tomba au sol tout seul. Il essaya à nouveau, puis amena ses 2 clowns de renfort, mais Kane les traita tous comme des mannequins d'entraînement et les balaya. Juste au moment où leur chef était sur le point de sortir une arme, l'homme mystérieux aux cheveux roux réapparut et mit fin à tout cela. Il s'avère que le gars était Claude de la Flamme de Glace, ce qui fit disperser les voyous comme des cafards. Kane le remercia, mais Claude dit qu'il les sauvait en fait de Kane. Ils prirent un verre ensemble et Kane dit à Claude qu'il avait eu des tuteurs en grandissant, ce qui fit penser à Claude qu'il était l'un de ces gosses de riches. Kane demanda ensuite le nom de la Flamme de Glace et Claude expliqua que c'était le nom de son groupe, puisque son épée était en feu et que sa femme lançait de la magie de glace comme Elsa sous stéroïdes. Il montra à Cain sa carte de guilde dorée et révéla qu'il était un aventurier de rang A, mais dit qu'il n'était pas impressionné tant qu'il n'atteignait pas le rang S comme le premier roi. Soudain, Claude reçut un coup sur la tête de sa femme, Lena, qui arriva en furie et le traîna par les oreilles comme une maîtresse d'école attrapant son homme qui sèche le travail. Elle fut douce avec Kane cependant et lui dit qu'il était talentueux avant de traîner son mari dehors comme un sac poubelle. Kane parcourut ensuite le tableau des quêtes, mais réalisa que les quêtes de rang G étaient des courses glorifiées, repérant une quête de gobelins de rang G. Il la saisit et était sur le point de partir quand l'univers lui jeta un autre défi. Tijuana réapparut comme si elle le traquait via des AirPods. Diem, qui était avec elle, expliqua que les chevaliers s'entraînaient à proximité et c'est pourquoi elle était en ville. Kane leur dit qu'il venait de rejoindre la guilde et se dirigeait vers une quête, et bien sûr, Tijuana se porta instantanément volontaire. Comme si c'était une escapade romantique, Diem essaya de lui rappeler qu'elle avait du travail, mais elle lui dit de se mêler de ses affaires car une épouse digne de ce nom était censée être à la première quête de son mari. Pendant ce temps, Kane essayait de s'enfuir, mais Tijuana l'attrapa par le bras et le traîna dans la forêt. Pendant la quête, Tijuana agit comme si c'était une lune de miel, riant et flirtant, mais Kane essaya de la garder concentrée et la prévint des gobelins devant. Au lieu d'écouter, elle s'enfuit comme si c'était une excursion scolaire. Ils tombèrent finalement sur un chariot détruit avec un homme blessé entouré de gobelins. Kane soigna l'homme pendant que Tijuana passait en mode berserk sur les gobelins. Alors que d'autres ennemis arrivaient, Kane lança un sort de protection autour d'elle pour qu'elle ne soit pas frappée. Elle élimina les gobelins avec facilité et rêvassait déjà de son mariage avant qu'un bruit fort ne secoue la zone. De gigantesques lézards verts arrivèrent en chargeant. Kane lui dit de prendre l'homme et de partir et dit qu'il s'en occuperait lui-même. Peu de temps après, Kane invoqua des piliers de glace qui sortirent du sol, les anéantissant tous en un instant. De retour à la guilde, Kane raconta à Rixia ce qui s'était passé. Quand il dit qu'il y avait 30 lézards verts, elle hurla pratiquement et se précipita pour trouver le chef de la guilde. Le chef, Cédric, appela Kane et supposa immédiatement qu'il était un escroc essayant d'arnaquer de l'argent. Kane essaya d'expliquer, mais Cédric était trop occupé à être bruyant et à avoir tort. Il cria à Rixia de se taire et menaça même son emploi. Puis il fit un abus de pouvoir et révoqua la carte de guilde de Cain. Juste au moment où Cain pensait que c'était la fin du jeu, le maître de guilde entra et demanda ce qui se passait. Cédric se plaignit que Cain était un menteur sans preuve. Le maître de guilde ignora ses bêtises et appela quelqu'un qui n'était autre que Tijuana. Elle courut, sauta sur Cain comme un koala et l'appela son mari. Cain murmura que leur fiançailles étaient censées être secrètes, mais il était déjà trop tard. Rixia et Cédric eurent l'air d'avoir un écran bleu. Le maître de guilde révéla ensuite que Cain était un noble, un baron et son futur beau-frère, choquant Cédric, qui faillit s'évanouir et passa directement en mode rampant, suppliant Cain de pardonner comme un homme essayant d'éviter d'être viré. Cain, étant calme comme d'habitude, lui pardonna et demanda s'il prenait les cadavres de monstres. Le maître de guilde dit bien sûr et le fit passer au rang C. Tijuana, étant son moi habituel et excessif, dit que ce n'était pas suffisant et demanda une promotion au rang A puisque Cain avait vaincu un dragon rouge à un âge encore plus jeune. Mais le maître de guilde dit que cela provoquerait un tollé parmi les autres aventuriers puisque Cain devait s'occuper de quelques bandits avant d'être couronné du rang A. Pendant ce temps, les dieux regardaient tout comme si c'était de la télé-réalité. Ils convinrent tous que Cain était devenu beaucoup trop fort et se demandèrent s'ils n'auraient donc pas dû lui donner les protections de niveau 10. Mais l'un des dieux, Zenom, leur dit de ne pas paniquer car la force de Cain était nécessaire.
Il a révélé qu'Eren, un mal ancien scellé il y a longtemps, était sur le point de revenir et de tout anéantir. Les dieux ont paniqué, mais Zenom a dit que tout allait bien car il avait déjà quelqu'un pour entraîner Kain et le préparer à l'ultime bataille contre le boss final du monde. Quelques jours plus tard, Sylvia a fait irruption dans la chambre de Kain, paniquée, le réveillant. Il s'est avéré qu'elle avait oublié de le réveiller pour ses examens d'entrée et ils étaient déjà en retard. Kain s'est immédiatement préparé et a sprinté dehors comme s'il était poursuivi par ses dettes étudiantes. Cependant, une fois hors de vue, il a utilisé un sort de téléportation et s'est rendu directement à l'académie. Une fois arrivé, il s'est enregistré et a obtenu les directions vers la salle d'examen. Il est entré, s'attendant à voir ses deux fiancées, Silk et Telestia. Mais il n'y avait pas de waifu en vue et il a pensé qu'elles étaient peut-être dans une autre salle. Bientôt, l'examinateur est arrivé et a commencé à faire un sermon sur la tricherie avant de passer à l'examen et en quelques minutes, Kain avait terminé. Une fois la partie écrite terminée, l'examinateur a annoncé que la phase suivante était le test de magie, ce qui a mis Kain en effervescence. Ils se sont dirigés vers la cour où l'examinateur leur a dit de lancer leur sort le plus puissant sur une cible. Les étudiants avant lui ont réussi à se ridiculiser avec leurs faibles attaques, et autour de Kain, il a hésité, se demandant si aller à fond était permis. Cependant, l'examinateur lui a dit de ne pas s'inquiéter, que la barrière autour de l'endroit pouvait le supporter, mais ce fut une grave erreur. Il a décidé de se calmer un peu, d'utiliser quelque chose de petit comme une boule de feu, mais a fini par exploser si fort que ça a fait un trou énorme dans le mur. L'examinateur a cligné des yeux plusieurs fois, s'est assuré qu'aucun étudiant n'était réduit en cendres, puis a annoncé nerveusement que c'était terminé. Et la phase suivante était l'épreuve d'escrime. Ils se sont déplacés vers une autre cour, cette fois avec une brochette d'aventuriers classés par relais là pour les juger. Kain a soudainement vu Claude qu'il a immédiatement choisi pour un duel avec lui. Dès qu'ils ont commencé à s'entraîner, les autres jeunes ont eu un coup du lapin. Kain et Claude virevoltaient dans la cour, leurs lames s'entrechoquant à une vitesse incroyable, à tel point que même Claude était choqué que Kain puisse égaler ses mouvements. Finalement, l'examinateur a interrompu le match parce que tous les autres des beaux étudiants tremblaient déjà à cause de leur faible estime de soi. Claude a dit à Kain qu'il devait partir à l'aventure un jour, puis il est parti. L'examinateur a finalement dit à Kain de rentrer chez lui et d'attendre ses résultats. Le lendemain, Kain s'est retrouvé sur le grill au palais, interrogé par le roi lui-même à propos de cette petite bombe magique qu'il avait lâchée pendant les examens. Alors Kain a expliqué que c'était juste un sort de base au roi, lui faisant savoir qu'il avait passé le test dans la section des roturiers. Plus tard ce jour-là, Kain a consulté le tableau des résultats et est arrivé premier. Silk l'a trouvé et l'a félicité, probablement encore choqué qu'il n'ait pas encore été arrêté. Puis Rain est arrivé et lui a dit que, puisqu'il était premier, il avait maintenant la tâche glorieuse de prononcer le discours d'ouverture à la cérémonie d'entrée. À la cérémonie, Kain s'est levé et a prononcé un discours comme tous les conférenciers motivateurs qui ne veulent que votre argent. Le roi est venu après cela pour donner ses bénédictions à tous les étudiants. Une fois cela terminé, le cours a commencé et le professeur a demandé à chacun de choisir son domaine d'études. Kain a choisi l'aventure, mais Silk et Telestia l'ont immédiatement pris à partie, disant qu'il avait des responsabilités nobles et ne pouvait pas juste aller brandir des épées comme un paysan. Après le cours, alors qu'il essayait de se remettre mentalement, Kain a vu un groupe de brutes de l'école entourer une fille. Quand il a regardé de plus près et a vu ses oreilles, il a reconnu que c'était Parma. Sans perdre de temps, il est intervenu et a fait taire les brutes. Mais ensuite, Silk et Telestia ont accaparé Parma et ont commencé à discuter avec elle. Alors que les filles rattrapaient le temps perdu, Kain a soudainement entendu une voix dans sa tête. Kain a suivi l'appel étrange et est entré dans la bibliothèque de l'académie, mais au moment où il a ouvert la porte, quelque chose l'a frappé violemment. La seconde suivante, il a disparu, téléporté dans un endroit inconnu sans aucun contexte. Juste devant lui se trouvait un petit chalet douillet, alors il est entré, et paf, il y avait un homme qui préparait tranquillement du café. Kain était confus, mais ce qui lui a vraiment fait frire le cerveau, c'est quand le gars a mentionné le vrai nom de Kain de la Terre, ce qui signifiait qu'il savait que Kain s'était réincarné. Kain fut surpris et demanda comment, ce à quoi l'homme répondit que Zinam l'avait informé. Puis il s'est présenté comme Yuya, ce qui a fait un choc à Kain, car ce pseudo-employé de Starbucks était le premier roi Vesfor. Le même type qui a écrit ce livre de magie vieux de 300 ans, Kain a immédiatement supposé qu'il parlait avec un fantôme ou quelque chose du genre. Mais Yuya l'a assuré qu'il était bien vivant, et bien sûr, cet homme ne faisait pas que respirer. Il était le dieu littéral de la création, il se demandait comment cela était arrivé et Yuya a expliqué qu'il avait créé ce nouveau monde où il se trouvait, ce qui a choqué Kain. Kain essayait encore de digérer le fait que son nouveau formateur était un code de triche vivant quand Yuya lui a dit que les 7 dieux l'avaient personnellement engagé. Pour remettre Kain en forme, Kain a essayé de refuser et a dit qu'il n'avait pas besoin d'entraînement, alors Yuya l'a défié de prendre un biscuit de sa main. Ça semblait facile jusqu'à ce que Yuya l'esquive et lui presse une épée sur le cou. Kain, maintenant pleinement conscient que c'était sérieux, a demandé pourquoi il devait être plus fort et Yuya lui a parlé d'un malheur imminent nommé Eren qui avait été scellé il y a 300 ans mais était sur le point de revenir et de ruiner la vie de tout le monde. Kain a demandé pourquoi Yuya ne l'arrêterait pas alors puisqu'il était clairement plus puissant, mais Yuya a répondu qu'il ne pouvait plus interférer dans les affaires du monde puisqu'il était maintenant un dieu. Pour aggraver les choses, Yuya a balancé Kain sur une plage aléatoire et lui a donné une épée lui souhaitant bonne chance pour retrouver son chemin vers la forêt. Mais avant que cela ne soit possible,
Cain devait atteindre le niveau 600. Cain savait que cela prendrait du temps puisqu'il était encore au niveau 300 et il a mentionné que ses proches s'inquiéteraient pour lui. Mais Yuya lui a dit qu'une année ici équivaut à un jour dans son monde, puis Yuya a disparu de là, le laissant sans choix. Cain s'est jeté tête baissée dans la forêt et a commencé à trancher des monstres. Pendant ce temps, de retour dans l'autre monde, Sylvie a couru à la porte pensant que Cain était revenu, mais ce n'était que Silk et Telestia faisant leur chasse quotidienne au petit ami. Elles ont dit que Cain n'avait pas été en classe, et Sylvie a révélé qu'il n'était pas rentré non plus. Elle craignait qu'il ne se soit encore caché à Isaac, mais Telestia lui a dit de se détendre et de croire en l'armure scénaristique de Cain. Alors, elles ont toutes accepté d'attendre à son manoir jusqu'à son retour. Pendant ce temps, Cain avait passé des mois à s'entraîner dans la forêt et semblait n'avoir pas touché un oreiller depuis son départ. Il a à peine réussi à cacher le monstre d'Istek, le traînant, et s'est effondré comme une poupée de chiffon. Alors qu'il gisait sur le sol, espérant que la mort finirait le travail, il a entendu un bruit, se traînant, il a trouvé une créature renard blessé. Cain était sur le point d'abréger ses souffrances jusqu'à ce qu'il ait un flashback de la nuit où il est mort sur Terre. Ce moment lui a rappelé son vœu de protéger les faibles, alors il a utilisé le reste de son énergie pour soigner le renard et s'est évanoui immédiatement. Cependant, il s'est réveillé plus tard pour découvrir que le petit gars l'avait gardé, alors Cain a décidé de garder le renard et l'a nommé Aku. 4 ans se sont écoulés. Cain et Aku sont devenus des légendes de la forêt, survivant ensemble jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin le chalet de Yuya. Yuya les a accueillis et a remarqué que Cain avait grandi et vieilli. Il a aussi remarqué Aku et a informé Cain que c'était un Fenrir, une bête sacrée. Il a ensuite dit à Cain qu'il pouvait former un contrat avec lui et Cain a fait exactement cela. Après cela, Yuya lui a dit qu'il continuerait sa torture. Maintenant, sous un nouveau sadique nommé Durin, Cain a de nouveau posé des questions sur Eren. Alors Yuya a promis de lui donner tous les détails avant de partir. Durin n'a pas perdu de temps. Il a traîné Cain jusqu'à une montagne et a expliqué la hiérarchie du pouvoir. Eren était plus fort que Yuya, Yuya était plus fort que lui et Cain n'était même pas encore sur le tableau. Si Cain voulait avoir une chance, il devrait d'abord vaincre Durin. Cain a chargé avec confiance et s'est fait assommer d'un seul coup de poing comme si c'était un mème. Il s'est réveillé dans une pièce aléatoire avec Aku qui remuait la queue comme si rien ne s'était passé. Ils sont descendus où Cain a rencontré Ruri, la femme de Durin, et leur dragon de compagnie, ce qui a mis Aku en mode jaloux complet. Ruri a servi le dîner et Cain a pleuré sur la nourriture comme un Yunjin goûtant des bonbons pour la première fois depuis des mois. L'entraînement a repris le lendemain. Cain a tout essayé, mais Durin n'a cessé de l'humilier. Une année entière s'est écoulée et Cain ne pouvait toujours pas le battre. Mais un jour, il y a eu un déclic. Il s'est souvenu de sa conversation avec Yuya où il a appris qu'Eren était le dieu du divertissement, jusqu'à ce qu'il devienne fou et transforme la vie en une émission de télé-réalité sanglante utilisant un oracle, ce qui a immédiatement stimulé sa détermination. Pendant qu'il se battait plus fort, Yuya regardait de loin et s'est excusé discrètement, disant qu'il n'avait pas pu protéger les parents de Cain. Il s'est avéré que la mère et le père de Cain avaient aussi été invoqués à Esfor il y a des années et ils avaient accepté d'aider à arrêter Eren, mais ils sont morts pendant le combat. Alimenté par le chagrin et la rage, Cain est passé en mode bête et a finalement battu Durin. Puis il a sprinté jusqu'au chalet de Yuya pour visiter les tombes de ses parents. Il s'est agenouillé et a remercié Yuya de s'être occupé d'eux, jurant d'abattre Eren et de finir ce qu'il avait commencé. Avant qu'il ne parte, Yuya a restauré le corps de Cain à son âge d'origine et lui a dit de prendre Aku avec lui. Durin est apparu à ce moment-là et a insisté pour qu'il prenne aussi le dragon de compagnie, et Cain les a remerciés tous les deux pour tout avant de leur dire au revoir. Juste avant de partir, Yuya lui a tendu une épée et lui a demandé de la livrer au roi. De retour au manoir de Cain, les chevaliers se préparaient à lancer une chasse à l'homme complète quand Sylvia a aperçu Cain qui entrait tranquillement comme s'il revenait de vacances. Elle a fondu en larmes et a couru l'embrasser, avec Silk et Telestia juste derrière, ils l'ont tous assailli d'amour et de biscuits. Cain s'est excusé d'avoir fait son Houdini un instant puis a commencé à dévorer ses biscuits comme s'il n'avait pas mangé depuis 4 putains d'années. Le lendemain, Cain a rendu visite au roi et a remis la lettre de Yuya ainsi que l'épée qu'il lui avait donnée. En faisant son rapport, Cain a accidentellement fait une gaffe et a révélé qu'il lui avait fallu 5 ans pour terminer son entraînement dans la dimension de Yuya. Le roi a haussé un sourcil, mais le duc Santana ne pouvait s'arrêter de rire. Au lieu de s'inquiéter de la dilatation du temps, il a tranquillement rappelé à Cain que la guilde avait envoyé un message le prévenant de terminer sa quête ou de risquer de voir son rang révoqué. Plus tard ce jour-là, Cain a rendu visite au maître de guilde qui lui a dit qu'une partie de son nouveau statut de rang A étincelant impliquait de nettoyer les routes de la capitale des bandits. Sans perdre de temps, Cain est parti. Quand il a finalement trouvé les bandits, ils étaient déjà en pleine bagarre avec Millie et Nina. Les deux filles ont été surprises de le voir apparaître comme un boss de combat surprise. Mais après que Cain ait remarqué que Millie était blessée, il l'a soignée sur le champ et leur a dit de lui laisser le reste. Les bandits ont essayé de faire les malins, mais Cain n'a pas eu besoin de les écouter. Il les a vaincus sans effort, sans même sortir son épée. Après qu'ils aient été ligotés comme des chiots mal élevés, les filles et les nobles qu'elles escortaient l'ont remercié pour le sauvetage.
Quand ils ont demandé ce qu'ils faisaient sur la route, Cain leur a dit que c'était une quête de guilde. Millie a haussé un sourcil car des quêtes comme ça étaient généralement pour le rang C ou plus. Cain a tranquillement sorti sa carte de guilde dorée, a montré sa promotion et les a laissés sans voix. Le noble a demandé quoi faire des bandits et Cain lui a dit de ne pas s'inquiéter. Au moment où ils sont entrés dans la ville, Cain remorquait les bandits derrière lui dans un chariot en cage. Après avoir déposé l'homme chez lui, Cain a découvert qu'il était le père de Parma. Parma fut surprise de voir Cain là, mais son père a expliqué qu'il les avait sauvés. Parma a complimenté Cain d'avoir travaillé si dur un jour d'école, et quand elle l'a appelé baron, Millie et Nina ont toutes ces deux retenu leur souffle un instant. Alors que Millie s'empressait de s'excuser pour toutes les fois où elle l'avait traité avec désinvolture, Nina a souligné que Cain était en gros le mari de rêve de toutes les croqueuses de diamants. Cain a assuré à Millie que rien n'avait changé et a dit qu'elle et Nina étaient toujours ses maîtresses. Millie est devenue si émotive qu'elle l'a serré dans ses bras comme si sa vie en dépendait, mais Cain s'est poliment libéré et s'est dirigé vers la guilde. Millie et Nina l'ont poursuivi puisqu'elles devaient aussi faire leur rapport. À la guilde, Cain a dit à Rixia qu'il avait terminé sa quête. Pendant qu'elle se tournait pour informer le maître de guilde, Cain a remarqué une situation familière se dérouler à proximité. Millie et Nina se faisaient de nouveau harceler par les mêmes aventuriers rejetés d'il y a des années. Les filles les ont rembarrées et ont essayé de s'éloigner, mais clairement ces idiots n'ont pas compris l'allusion. Leur chef a essayé d'attraper Millie, mais Cain a attrapé sa main en plein vol et l'a regardée si intensément que ça a effacé sa confiance. Le type a immédiatement reconnu Cain. Se souvenant de la raclée d'il y a des années, lui et ses acolytes ont reculé si vite que c'en était embarrassant. Alors que Cain continuait de les fusiller du regard comme s'il était sur le point de commettre un crime, Claude est arrivé, les plongeant dans un mode de panique totale. Cain s'est illuminé et a couru saluer Claude et Lena. Quand Claude a demandé ce qui se passait, Cain a expliqué que les perdants harcelèrent ses amis. Claude s'est tourné pour regarder les filles et a été surpris de voir des visages familiers. Cain a demandé comment ils se connaissaient, et Millie a tranquillement révélé que Claude était son frère aîné. Après avoir appris que Cain avait été leur élève, Claude a insisté pour qu'ils aillent tous prendre un verre, ce qui lui a valu une tape sur l'oreille de la part de sa femme. Autour d'un verre, Millie a raconté à Claude comment ils avaient récemment retrouvé Cain et a ajouté qu'il était maintenant de rang A. Claude était choqué, mais cela correspondait puisque Cain l'avait égalé lors de l'examen d'entrée. Nina a ajouté que Cain était aussi baron, ce qui était une nouvelle pour Claude et Lina. Quand Millie a demandé comment Cain était devenu si fort, il n'avait aucune idée de comment expliquer son camp d'entraînement multivers sans paraître fou. Mais elle a balayé ça d'un revers de main, disant qu'il avait déjà vaincu de puissants monstres pour leur fabriquer des sacs magiques d'eau. De toute façon, Lena a demandé combien ces sacs pouvaient contenir, et comme Millie n'en avait aucune idée, elle s'est tournée vers Cain qui a promis de lui en faire un. Après que Millie se soit évanouie de joie ou d'alcool, Cain a réalisé qu'il avait école le lendemain et s'est discrètement excusé. Après son départ, Claude a remarqué Richelle qui regardait autour de la guilde comme si elle cherchait quelque chose. Quand il a demandé ce dont elle avait besoin, elle a expliqué que l'école cherchait un aventurier pour enseigner un cours. Claude s'est immédiatement porté volontaire comme s'il attendait une chance de se débarrasser de la paperasse. Le lendemain, à l'école, Cain était tout excité de montrer tout ce qu'il avait appris du camp de torture de Yuya. Cette excitation est morte instantanément quand le professeur lui a dit qu'il n'était pas autorisé à utiliser de la magie offensive à l'intérieur du bâtiment scolaire. Avec le niveau de puissance de Cain, un seul éternuement pourrait détruire une salle de classe. À l'insu de Cain, Claude, Lina, Millie et Nina regardaient tous depuis les coulisses. Voyant à quel point il avait l'air déçu, ils ont décidé d'y remédier. Pendant le cours d'aventure, le professeur les a présentés tous les quatre comme instructeurs invités pour la journée. Claude a demandé à tout le monde de sortir leur carte de guilde. Cain, sachant que sa carte ferait exploser sa vie sociale, a affirmé l'avoir oubliée à la maison. Claude l'a cru mais lui a donné un avertissement de ne plus oublier. La classe a été emmenée dehors pour s'entraîner et les étudiants se sont relayés pour combattre Claude. Cain a essayé de se joindre mais ses camarades de classe le poussaient toujours à l'arrière de la file. Au moment où il a finalement atteint l'avant, le cours s'est terminé. Cain a supplié pour un combat mais le professeur a refusé disant qu'il devait passer à autre chose. Claude lui a promis un combat la prochaine fois, mais le professeur a aussi rejeté cette idée, disant que l'école ne pouvait pas se le permettre, surtout après avoir dépensé une petite fortune pour réparer le mur que Cain avait fait exploser. Cette nuit-là, Cain est entré en trombe dans la forêt pour se défouler. Les monstres ont été claqués, les arbres tranchés et toute la zone ressemblait à l'après-coup d'un combat de boss. Un garde en patrouille a vu la destruction et a supposé que le diable lui-même était en liberté. Il s'est précipité vers Garm et lui a dit que l'engeance du mal saccageait la forêt. Garm et ses soldats se sont précipités sur les lieux, mais Cain s'était déjà téléporté. Tout ce qu'ils ont trouvé était un trou géant et un terrain dévasté. Le lendemain, le roi a convoqué Cain et l'a interrogé sur la destruction dans la forêt. Cain a dit que les dieux ne lui avaient rien dit. Le conseiller royal a paniqué et a suggéré de former une alliance avec d'autres nations. Cain leur a dit de ne pas s'embêter et c'est alors que le roi a exigé la vérité et Cain a avoué.
Pendant ce temps, dans les restes de cette même forêt, un gobelin est tombé sur une gemme violette brillante. Il n'est pas allé loin. Un dragon l'a avalée entière, mais ce n'était pas une bête normale. Elle était contrôlée par Eren, qui reprenait lentement du pouvoir alors que son ancien sceau continuait de s'affaiblir. Le lendemain à l'école, la classe de Kain a eu droit à une autre leçon surprise sur la magie d'invocation. Leur professeur a présenté un mage du palais qui avait l'air de s'être perdu en chemin pour une convention de cosplay. Son nom était Grat, et il avait expliqué les bases de l'invocation, puis a distribué des sceaux magiques. Selon lui, si la magie d'un étudiant était assez forte, il pouvait former un contrat avec n'importe quelle créature qu'il invoquait. Kain, ayant déjà des contrats avec Aku et Jin, sautait d'excitation comme s'il était sur le point de débloquer un nouveau personnage grand. Les étudiants ont commencé leur tentative d'invocation un par un, échouant plus lamentablement que des sorts bon marché lors d'un spectacle de magie pour immatures. Puis le tour de Kain est venu et l'excitation s'est transformée en panique. Il savait que sa magie avait tendance à attirer les catastrophes. Grat lui a dit de se concentrer et de verser sa magie dans le seau. Kain a fait exactement cela et toute la zone s'est illuminée d'une explosion d'énergie assez forte pour le projeter en arrière. Quand la fumée s'est dissipée, Kain a levé les yeux et a vu un démon tranquillement assis là, affirmant être le prince des ténèbres. Kain a instantanément créé un flash aveuglant pour cacher la scène à ses camarades de classe et à Grad avant que quoi que ce soit ne soit exposé. Alors qu'il cherchait son épée pour achever la créature maudite qu'il venait d'invoquer, le démon s'est tranquillement incliné et a proposé de former un contrat. Selon lui, son nom était Seth, et il était tout à fait prêt à anéantir le monde au nom de Kain. Kain n'était pas pour cette destruction de vie, mais il a quand même accepté le contrat. Une fois Seth disparu, Grat a demandé si l'invocation de Kain avait fonctionné. Kain a fait semblant que rien ne s'était passé. Ce soir-là, le roi a convoqué Kain parce qu'apparemment Grat n'avait pas pu tenir sa langue. Kain a avoué qu'il avait invoqué le véritable prince des ténèbres et formé un contrat. Le roi a failli avoir une attaque en imaginant ce qui se serait passé si Seth s'était déchaîné et avait rasé la capitale en 5 secondes. Il a exigé de voir le statut de Kain, mais a averti Grat de garder le silence. Une fois que Kain l'a affiché, le titre de demi-dieu était imprimé en haut. Tout le monde dans la pièce s'est figé, et le roi a tranquillement annoncé qu'il convoquerait une audience royale sans donner à Kain la chance de parler. Le roi a décidé de le promouvoir vicomte et de lui confier la gestion d'une ville entière. De retour chez lui, Sylvia a essayé de convaincre Kain d'organiser une fête pour célébrer son nouveau titre étincelant. Avant qu'il ne puisse même répondre, Cullen a fait irruption et a annoncé une nouvelle fraîche, que la forêt près de sa ville natale était sur le point de devenir le point zéro des monstres. Kain s'est précipité où son frère aîné lui a dit que les créatures avaient recommencé à agir comme des bêtes enragées. Il a même mentionné que c'était la même ambiance qu'ils avaient ressentie il y a des années, juste avant que les monstres n'attaquent la ville. Kain a dit qu'il irait dans la forêt pour vérifier. Après son départ, il est passé à la guilde pour recueillir des infos. Pendant que Rudy lui expliquait la situation, Millie et Nina sont apparus, tentant de le dissuader, affirmant que la forêt était désormais un territoire de monstres. Kain a ignoré les avertissements, déclarant qu'il irait seul. Une fois dans la forêt, il a invoqué Aku et Jin pour l'aider à ratisser la zone. Chaque monstre qui surgissait était réduit en charpie en quelques secondes. Pourtant, Kain ne pouvait se défaire du sentiment d'être observé. Il a donc invoqué Seth, qui a confirmé qu'un être puissant rôdait dans la forêt, un être qui contrôlait entièrement des monstres de haut rang. Kain a demandé plus d'infos et Seth a invoqué un autre démon sous ses ordres pour la reconnaissance. Peu après, d'autres monstres sont apparus et Kain les a de nouveau anéantis. Ensuite, il a laissé Seth et le démon, Alfred Pennyworth, gérer le reste pendant qu'ils retournaient en ville. Quand Millie et Nina ont vu ce que Kain avait ramené, elles semblaient avoir vu une armée de cauchemars. Claude et Lena sont arrivés et Kain leur a dit que c'était précisément le genre de bête qui rôdait actuellement dans la forêt. Pendant ce temps, au fond des bois, Seth et les autres démons ont enfin localisé la cachette d'Aaron. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Aaron a ordonné au monstre de lancer une attaque sur la ville. Seth est immédiatement parti à la recherche de Kain. De retour à la guilde, Kain a senti le chaos imminent avant même que les gardes ne disent un mot. Au moment où il est sorti, Seth est apparu et lui a donné toutes les dernières infos. Kain a dit à Rudy d'alerter son frère et de prévenir les autres de se préparer au combat. Il est parti pour la forêt, mais en chemin, il a croisé Tijuana. Après avoir appris l'attaque, elle a insisté pour l'accompagner, mais Kain lui a dit de rester et d'aider à défendre la ville. Lui et Seth ont ensuite continué leur mission et sont arrivés juste à temps pour soutenir Dalmatia qui gérait la situation en première ligne. Kain a ordonné à Seth et Dalmatia de retenir l'armée de monstres qui arrivait pendant qu'il allait s'occuper personnellement d'Aaron. En ville, Tijuana est resté aider les civils, mais Millie a décidé qu'elle n'allait pas rester les bras croisés pendant que Kain se battait seul. Nina, Claude et Lena ont toutes accepté et l'ont rejointe dans sa course vers le chaos. Dans la forêt, Seth a invoqué ses généraux et les a envoyés comme des videurs d'élite pour ralentir les bêtes qui approchaient.
Pendant ce temps, Cain a enfin atteint Aaron qui était assis là, tel un méchant savourant un film d'horreur. Quand Cain lui a dit d'arrêter l'attaque, Aaron a en gros refusé car il jouait à un jeu pour voir à quelle vitesse l'humanité s'effondrerait. Puis il a remarqué les yeux de Cain et a réalisé qu'ils ressemblaient à ceux des personnes qu'il avait scellées des siècles auparavant. Quand Cain a confirmé qu'il s'agissait de ses parents, Eren a cessé de plaisanter et a lancé son attaque. Cain a esquivé assez vite pour survivre, mais il savait qu'un seul coup le réduirait en cendres. Il a appelé Aku et Jin espérant inverser le cours du combat, mais Eren les a repoussés comme des mouches et a enchaîné avec une vague de feu qui a tout calciné sur son passage. Au même moment, Claude et les autres tenaient à peine le coup, submergés par les monstres. Heureusement, Tijuana est arrivé avec des renforts juste à temps et a aidé à repousser l'assaut. Cain, de son côté, ne pouvait plus supporter de voir Aku et Jin souffrir. Il a sauté entre eux et le feu d'Eren, encaissant le coup lui-même. Eren l'a traité de fou, mais Cain s'en fichait. Il en avait assez. Avec la puissance d'une pure obstination et de blessures émotionnelles, il s'est chargé d'énergie comme s'il était le héros de tous les clichés d'anime et a lancé une attaque de niveau divin qui a illuminé le ciel. L'explosion était si démesurée que les gens l'ont vu à des kilomètres à la ronde. Cain ne s'est pas arrêté avant que Cess et Dalmatia n'interviennent enfin pour lui dire qu'Eren avait été complètement anéanti. Les deux démons n'arrivaient pas à croire que Cain avait presque rasé toute la forêt avec sa rage sacrée, mais même eux ont dû admettre que le gars avait assuré. Alors que Cain courait retrouver ses amis, Seth et Dalmatia se sont tenus à l'écart et ont convenu que les dieux avaient choisi la bonne personne pour le travail. Quelques jours plus tard, le roi a convoqué Cain et lui a donné une réprimande royale pour avoir affronté une menace apocalyptique sans aucune supervision. Sa tension artérielle a monté encore plus quand il a découvert que Cain s'était battu aux côtés de Seth. Mais une promesse est une promesse, alors le roi a tenu une audience formelle avec les plus grands nobles et a officiellement fait de Cain un vicomte. Il lui a confié un domaine près de la capitale à gouverner, espérant sans doute que Cain ne le détruirait pas non plus. Bien sûr, le chaos n'a pas tardé. Peu après que Cain ait pris le contrôle de son nouveau territoire, un soldat a fait son rapport au roi avec des nouvelles qui ont presque brisé son âme, dès le premier jour de Cain. Des aventuriers avaient tenté de le malmener juste pour son existence et ont fini par avoir besoin de soins médicaux. Un groupe a été éjecté d'un bar après avoir harcelé une serveuse. Cela a valu à Cain une arrestation rapide par des gardes ignorants qui ne réalisaient pas qu'il menottait un noble. Plus tard, des aventuriers ont tenté de s'introduire dans l'église pour la cambrioler. Cain s'en est occupé aussi, mais rien n'a fait plus perdre la tête au roi que la dernière nouvelle. Cain avait apparemment construit un nouveau château qui rivalisait avec le palais royal. Et juste comme ça, la paix est revenue dans le royaume. Si vous avez apprécié ce récapitulatif, n'hésitez pas à liker et à commenter Cain dans la section des commentaires. Aussi, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus d'aventures pleines d'action et de rebondissements. Si vous désirez un autre récapitulatif d'anime de ce genre, regardez cette vidéo juste ici, sans plus attendre.